Bonjour. Alors même que j'achevais de rédiger ma preview du Nantex Class Starfighter, FFG publiait sur son site américain sous l'intitulé Let's the Attack le traditionnel article spoiler, révélant le contenu de la seconde extension inédite de la vague 5, à savoir le BTLB Y-Wing de la République, l'ancêtre plus mastoc du Y-Wing. Ouais, je suis désolé, là ça va être horrible, mais j'ai un vieux réflexe. Même si ça sonne particulièrement ridicule, je ne peux dire que Y-Wing, je suis habitué à dire Y-Wing. Va falloir faire avec, désolé. Donc le Y-Wing BTL A4 des rebelles, ou des racailles d'ailleurs, que nous connaissions depuis longtemps. Du coup, un nouvel article vidéo de preview s'impose d'ores et déjà. Et message de service, je n'en ai pas fini, le A-Wing RZ2 de la Résistance et le chasseur Arc 170 de la République étant enfin sortis en France, des chroniques de ces extensions sont devenues nécessaires alors que je les repoussais sempiternellement jusqu'alors. Le BTLB Y-Wing comme le Nantex sortira avec la vague 5 soit assez vite en principe, puisque FFG dès son article initial de présentation The Fate of the Galaxy parlait du troisième trimestre 2019. Espérons que la sortie française sera concomitante ou peu s'en faut. Pour ce qui est du rythme de traduction des articles, ça n'est pas encore ça. De ce qui nous intéresse aujourd'hui, seul le dessin de la galaxie est pertinent, dont la traduction était là s'amputer de tout ce qui concernait les reprises de la V1, ce qui n'est pas très bon signe, même si quelques vaisseaux dans ce cas sont enfin sortis, aux côtés de l'A-Wing de la Résistance et de l'Arc 170 de la République, alors allez savoir. En confrontant les sources, il semblerait bien que, comme pour le Nantex, tout le contenu de cette extension, en termes de cartes de pilote et d'amélioration du moins, nous est désormais connu, soit 8 pilotes et 10 améliorations dont 6 inédites. Parmi les jetons, marqueurs, etc. de l'extension, on peut d'ores et déjà relever que cette nouvelle sortie comprendra entre autres un gabarit de bombes électroprotoniques ainsi que des marqueurs d'amorce associés à cette bombe chelou, ainsi qu'à la modification détonateur à retardement. Tout ceci pour l'heure n'étant disponible que dans l'extension bombardier droïde de classe Sienna. Je reste sceptique quant au potentiel de ces améliorations, mais qu'elles soient plus facilement accessibles est forcément une bonne chose, en notant au passage qu'au moins un des pilotes de cette extension pourrait avoir envie de jouer avec, on y reviendra en temps utile. L'article Let's the Attack, comme de juste, contient une illustration représentant la figurine et son cadran de manœuvre. Nous ne pouvons rien dire de bien précis quant à la figurine, sculpture et peut-être surtout peinture, tant que nous ne l'avons pas entre les doigts. Mais ce qui apparaît clairement, c'est que ce Y-Wing-ci est physiquement bien différent de celui des rebelles ou des racailles au-delà du seul schéma de peinture. Le vaisseau républicain est plus mastoc, plus lourd, on sent rien qu'à le regarder qu'il est plus solide et moins maniable que son avatar futur. Ce modèle originel n'est pas exactement un vaisseau conçu pour briller de par son esthétique élégante, il est aux antithèses du Naboo, vaisseau de parade à cet égard, et à bien d'autres. Il fait à vrai dire un peu suppositoire, bon oui, du genre rude, mais ça n'est pas plus mal, ce côté brut tout dans la fonction, c'est même plutôt appréciable, c'est adapté en tout cas. Espérons seulement que la figurine répondra à ses attentes matérielles avec plus de soin que celle du Naboo, justement, qui demeure une petite déception à mes yeux. Mais cette illustration comprend également le cadran de manœuvre du vaisseau, ce qui nous est de suite beaucoup plus utile. Ici comme ailleurs, il sera tentant, et je suppose pertinent, de comparer ce modèle du Y-Wing avec celui que nous connaissions depuis Un Nouvel Espoir. Pour une illustration plus lisible, je me reporte comme d'habitude sur la transcription de ce cadran sur Yet Another Squad Builder 2.0. Donc, le cadran du Y-Wing BTLB comprend en tout 15 manœuvres, ce qui est relativement peu. Ces manœuvres vont de la vitesse 1 à la vitesse 4, rien à vitesse 5, ce qui n'est rien d'étonnant. Le souci est ailleurs, 2 seulement de ces manœuvres sont bleues, et je crois que c'est un nouveau record. Même les pires sabots que j'ai présentement en tête ont au moins 4 manœuvres bleues. Après quoi nous avons 9 manœuvres blanches, ok, et 4 rouges, dont une seule manœuvre de retournement, bon, au moins il y en a une. Dans le détail, pour le bleu, nous n'avons que le tout droit 1 ou 2, ce qui est calamiteux, aucun virage déstressant. En fait, c'est ici et seulement ici que le dial du Y-Wing républicain se distingue de celui du Y-Wing rebelle ou racaille. Pour ce dernier, les virages sur l'aile à vitesse 2 sont bleus également, et pourtant ce châssis était déjà à bon droit considéré comme un fer à repasser. Même s'il existait bien sûr un moyen d'arranger les choses avec l'Astromech R4, le Y-Wing républicain n'en aura que davantage de raisons de s'en équiper, même si cela le priverait d'autres options intéressantes ou amusantes. Pour les manœuvres blanches, nous avons le tout droit 3, les virages sur l'aile à vitesse 1 à 3 et les virages serrés à vitesse 2. Ok, et un Astromech R4 sera donc en mesure de bleuir un peu tout ça aux vitesses 1 et 2. Enfin, les manœuvres rouges sont le tout droit 4, les virages serrés à vitesse 3 et le Koyogrand 4, dans l'ordre des choses sur une base aussi rude. Bon, c'est un très mauvais cadran, toutes choses égales par ailleurs, donc sans prendre en compte l'Astromech R4 ou ce genre de choses.
Ce Y-Wing n'était pas censé être agile, et donc rien qu'à voir sa gueule, on le comprend. Et on comprend ce qui le distingue de sa variante BTLA4 une ou deux générations plus tard. Passons aux statistiques. Dans l'esprit du BTLA4, mais avec une différence peut-être moins anecdotique qu'elle n'en a tout d'abord l'air. Nous avons donc une attaque à 2 des rouges dans l'arc avant, une valeur d'agilité de 1 seulement, puis 5 points de coque et 3 boucliers. C'est sur ces derniers points que les deux états du vaisseau se distinguent. Le BTLB et le BTLA4 ont tous les deux, entre guillemets, 8 points de vie, mais le premier a un bouclier en plus et un point de coque en moins que le second. Le ratio bénéficie donc dans l'absolu au Y-Wing républicain. Avec plus ou moins de cohérence par rapport au design visuel du vaisseau, le BTLB est plus mastoc que le BTLA4, avec un point de coque en moins. Mais ludiquement, cette variation est bel et bien à l'avantage du Y-Wing républicain, en même temps qu'elle justifie, entre guillemets si l'on y tient, ludiquement toujours, la manœuvrabilité supérieure du BTLA4. D'autant qu'il faut d'ores et déjà ici prendre en compte un second aspect. À la différence du BTLA4, le BTLB dispose d'une capacité générique appelée Plated Hull. Celle-ci dispose que quand le BTLB défend, s'il n'est pas sous le coup d'un dégât critique, alors il peut changer un résultat critique de l'agresseur par un résultat dégât. Là encore, il y a comme un petit paradoxe dans la conception. Cette coque effectivement renforcée renvoie à une valeur de coque moindre que celle du BTLA4. En outre, avec le ratio bouclier-coque, ce serait probablement ce dernier qui bénéficierait le plus de telles capacités génériques. Bon, pourquoi pas, ludiquement là encore, ce qui justifie beaucoup de choses. Cette capacité générique est sympathique qui permet au BTLB de mieux gérer les critiques une fois que ses boucliers ont sauté. Ça n'est pas ouf que d'un non plus, mais c'est appréciable. Revenons aux statistiques. Parce que ici, un des pilotes de Y-Wing BTLB fait son intéressant avec des statistiques qui lui sont propres. Il s'agit bien sûr du Jedi Anakin Skywalker, qui en est à son 3e avatar et le second adulte dans la jeune faction républicaine. Bon. La différence avec le profil général du Y-Wing BTLB réside bien sûr dans ses marqueurs de force, 3 comme d'hab. Concernant la barre d'action, eh bien c'est exactement la même que pour le BTLA4. 2 actions blanches qui sont concentration et acquisition de cible, et 2 actions rouges qui sont tonneau et rechargement, pas d'actions liées de quelque sorte que ce soit. Ça n'est certes pas fameux, surtout pour un vaisseau qui, à la base du moins, éprouve autant de difficultés pour évacuer le stress, mais c'était bien ce à quoi nous pouvions nous attendre. Là encore, un pilote se distingue car en la personne de la star R2D2, nous avons un pilote droïde qui remplace donc la concentration par le calcul dans sa barre d'action. Et c'est tout ce que nous pouvons dire de ce châssis pour l'heure, manque toujours 2 éléments déterminants, les coûts et les emplacements d'amélioration. Concernant ces derniers, nous avons quelques indices, mais le précédent du Iena peut nous inciter à la prudence. Il n'est pas dit que tous les Y-Wing BTLB bénéficient des mêmes slots. En fait, c'est même relativement improbable dans un cas au moins. Je doute vraiment que les variations soient du même ordre que pour le Iena autrement, il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Nous savons que R2D2 pourra embarquer ses 3 PO en tant qu'équipage, on y reviendra. Mais il paraît plutôt douteux que le BTLB dispose de manière générale d'un emplacement d'équipage. Si c'était le cas, ça serait un sacré atout. En revanche, il semble probable que le modèle générique, sinon tous, disposera d'un emplacement d'artilleur, par exemple Ahsoka Tano dans cette extension, qui pourrait dans ce cas faire défaut à R2D2. D'ailleurs, et tout spécialement dans son cas, qu'en est-il de l'emplacement d'Astromech ? Sa présence de manière générale demeure plus que probable, d'autant qu'il y en a un nouveau dans cette extension avec ses indices P. L'emplacement modification de manière générale est à peu près certain, détonateur à retardement par exemple. De même que celui de tourelle, nous avons ici une tourelle à canon ionique et probablement celui d'engin, bombe à proton, bombe électroprotonique, ce qui sera une première dans la faction. Le BTLA4 dispose de tout cela, hors équipage bien sûr, mais aussi de torpilles. Le BTLB dans l'absolu devrait aussi pouvoir s'en équiper, je suppose, et pourtant aucune carte de torpille ne figure dans cette extension, pas même les encore récentes torpilles à plasma, ce qui n'est pas forcément de bon augure. Nous verrons bien. Sinon, côté variation nécessaire, Anakin Skywalker aura obligatoirement un emplacement de pouvoir de la force. Il y en a 2 nouveaux ici, Foresight et Precognitive Reflexes. Et les pilotes non-Jedi les plus capés auront très probablement un talent comme Snapshot. Quant au coup, je suis vraiment pas doué pour les pronostics, mais je suppose que les BTLA4 rebelles et racailles peuvent donner un ordre d'idée. Les premiers s'échelonnent entre 33 et 41 points d'escadron, les seconds entre 31 et 49. Mais dans les 2 cas, mais surtout celui des racailles, il faut noter que la mise à jour de juillet a grandement augmenté le coût de certains pilotes seulement, creusant le fossé avec les autres pilotes du châssis. Et la tranche haute de ces coûts ne constitue donc probablement pas une référence pertinente, tout spécialement pour Dre Arental, je suppose.
À vue de nez, les coûts du BTLB devraient sans doute se trouver dans ces environs. Si dans l'absolu la manœuvrabilité me parle davantage que la solidité, je suppose que l'Astromech R4 doit être intégré dans l'équation, et que dès lors la plus grande résilience du BTLB pourrait justifier un coût légèrement supérieur. On pourrait arguer en sens contraire. Il y aura probablement des profils atypiques, cela dit. R2D2 pourrait se montrer assez différent du reste. Et bien sûr, dans le cas d'Anakin Skywalker, il faut prendre en compte l'initiative de 6. Aucun BTLA4 ne dispose de pilote à ce niveau, et ses 3 marqueurs de force. Il devrait logiquement y avoir un bon écart entre ce pilote et tous les autres. En tant que pilote Desert Sprite, Anakin à poil coûte 62 points d'escadron. Le BTLB ne devrait certainement pas monter aussi haut parce qu'il est incomparablement moins maniable et donc moins intéressant dans l'absolu pour un Jedi, mais on peut supposer qu'il sera à cet égard dans sa propre catégorie de prix. À vue de nez, s'il me fallait avancer des coups, je dirais, et je ne devrais probablement pas, entre 35 et 45 au plus, probablement moins, pour les pilotes classiques, et dans les 55 peut-être pour Anakin Skywalker. Mais je ne suis vraiment pas un bon prophète. N'hésitez pas à faire part de vos pronostics et de vos arguments. Envisageons maintenant les pilotes. L'extension est à cet égard assez fournie puisque nous avons le choix entre 8 gaziers derrière les commandes. 2 d'entre eux sont des génériques et les 6 autres nommés et limités à un seul exemplaire chacun. Commençons par les génériques. Le premier d'entre eux, à l'initiative la plus basse, 2, est le Red Squadron Bomber. Juste au-dessus, à initiative 3, nous avons le Shadow Squadron Veteran. Nous pouvons raisonnablement supposer, sur la base du modèle le plus couramment suivi dans ce cas, que le Shadow Squadron Veteran se distinguera du Red Squadron Bomber par l'apparition d'un emplacement de talent. Ces génériques ont leur intérêt, là encore si nous nous basons sur ce que nous connaissions déjà. Le BTLA4 chez les rebelles comme chez les racailles était un châssis éminemment spammable. On peut supposer qu'il en ira de même pour le BTLB, même si les coûts devront bien sûr être pris en compte. Outre que la mise à jour de juillet a pu témoigner de ce que les développeurs du jeu pourraient souhaiter se montrer relativement prudents en la matière. Nous avons ensuite 6 pilotes nommés, très différents dans leur rôle comme dans leurs attributs. Avec le premier d'entre eux, Goji, nous redescendons à valeur d'initiative 2. Il ne sera pas spécialement surprenant que ce pilote soit dépourvu d'emplacement de talent, mais nous verrons bien. En tout cas, c'est un vaisseau qui devrait idéalement faire mumuse avec les bombes et les mines. Si l'emplacement d'engin n'est pas générique, mais rien n'indique qu'ils ne doivent pas l'être, Goji au moins en profitera très probablement. Ceci dit, sa capacité spéciale est pour le moins tordue, une forme de soutien bizarre. Donc, quand un vaisseau allié à portée 0 à 3 de Goji défend, ce qui, oui, il inclut lui-même, alors ce vaisseau peut jeter un dé de défense supplémentaire pour chaque bombe ou mine amie à portée 0 à 1 de lui. Ajouter des dés verts n'est certes pas négligeable, jamais. Maintenant, les conditions pour ce faire sont tout de même assez particulières. Et elles appellent d'ailleurs une remarque supplémentaire. Si la notion de mine amie n'a rien pour nous surprendre, il en va peut-être autrement dans le cas des bombes, puisque celles-ci sont en principe supposées sauter à la fin de la phase d'activation, et donc ne plus être là pour qu'un vaisseau bénéficie d'une relance en défense lors de la phase d'engagement. En l'état dans la faction, et pour autant que je sache, le seul moyen de jouer là-dessus consiste donc à larguer des bombes avec un marqueur d'amorce. Soit une bombe électroprotonique qui en a d'office 1, soit une bombe plus classique qui en est assortie grâce à la modification détonateur à retardement. Les deux figurent dans l'extension. La question a déjà été discutée en chroniquant le bombardier droïde de classe Sienna. La faisabilité ou l'efficacité de cette approche est toujours un peu sceptique, mais Goji est probablement le premier pilote ayant un intérêt à jouer avec. Je n'y crois pas trop, mais sait-on jamais. Toujours à Initiative 2, nous avons ensuite un hurluberlu en même temps qu'une idole, le légendaire Astromech R2D2. Le petit droïde en forme de tonneau n'est né bien évidemment pas à sa première apparition dans X-Wing, mais c'est la première fois que nous l'avons en pilote. Ce qui, dans l'esprit, peut sacrément surprendre, mais il semblerait que cette carte fasse référence à un épisode de Clone Wars, où il était effectivement aux commandes d'un BTLB. Et par ailleurs, il embarquait son compère C3PO en équipage. On y reviendra plus loin, mais rappelons d'ores et déjà qu'il semble relativement douteux que le BTLB dispose de manière générale d'un slot d'équipage. R2D2 serait peut-être ici une exception, et du coup on peut se demander ce qu'il en sera le concernant de 2 autres emplacements d'amélioration, ceux d'Artilleur et d'Astromech. R2D2 étant un droïde, obviously, il remplace la concentration par le calcul dans sa barre d'action, ce qui est moins bien dans l'absolu, mais le petit teigneux du genre à en profiter, sans même prendre encore en compte C3PO, la capacité spéciale de ce pilote hors norme stipule que, au début de la phase d'engagement, si R2D2 a un vaisseau ennemi dans son arc arrière, alors il gagne un marqueur de calcul. Cette condition ne sera pas toujours aisée à satisfaire avec un vaisseau aussi peu maniable, mais elle relève néanmoins du plausible et c'est un avantage appréciable si circonstanciel. À voir.
On revient ensuite au pilote organique, d'abord avec Broadside, initiative 3. C'est un pilote plutôt agressif qui cherche à rentabiliser ses attaques de tourelle. Il faut donc qu'il en ait une. En effet, quand il attaque avec sa tourelle, si celle-ci est orientée vers un arc latéral, alors il peut changer un résultat vierge en résultat concentration. Ça n'est pas directement un dégât, mais ça peut assez aisément en devenir un à condition de bien gérer les actions du BTLB. On peut supposer que cette capacité se déclenchera régulièrement et accentuera la fiabilisation des attaques. C'est donc tout à fait sympathique. L'agression caractérise également Matchstick à initiative 4, qui a un peu un profil de tête brûlée. En effet, quand il effectue une attaque primaire ou une attaque de tourelle, il peut relancer un dé rouge pour chaque marqueur rouge qu'il affecte. Les relances sont toujours appréciables, mais les circonstances durant lesquelles Matchstick pourra relancer plus d'un dé semblent plutôt contraignantes. Certes stressé, le BTLB n'est pas exactement un problème, mais au-delà, la condition pourrait renvoyer aussi bien à des marqueurs ioniques ou de contraintes. Je ne vois pas 36 000 moyens d'en choper délibérément. Il y en a peut-être, si vous en voyez, n'hésitez pas à en faire part. En l'état, une relance, même toute seule, c'est toujours bien. Il est jouable, clairement, alors ok, admettons. À initiative 5, nous retrouvons le soldat Oddball. Oui, nous le retrouvons, parce que le Y-Wing BTLB n'est jamais que le 3e vaisseau de la République qu'il est en mesure de piloter, après le chasseur Torrent V19 et le chasseur Arc 170. Et toujours à initiative 5, ce qui est un peu problématique tout de même. D'autant qu'il a toujours la même capacité spéciale, à moins que... On peut relever une différence dans la formulation ici qui pourrait être délibérée ou un fâcheux oubli, peu ou prou une coquille. En effet, Oddball, pilote de chasseur Torrent V19 comme de chasseur Arc 170, a sa capacité, qui lui permet de verrouiller gratuitement, ça n'est pas une action, un vaisseau ennemi dans son bullseye, qui se déclenche dans deux cas. Soit il a effectué une action rouge, soit il a entièrement exécuté une manœuvre rouge. Or, dans le texte de Oddball, pilote de Y-Wing BTLB, le fully traditionnel n'apparaît nulle part. Doit-on bel et bien en déduire qu'il bénéficiera de cette acquisition de cible offerte même en bumpant ? On ne voit pas bien ici pourquoi le BTLB aurait cet avantage sur l'Arc ou le Torrent. Or, ça rendrait cette capacité intéressante, sans déchaîner non plus outre mesure mon enthousiasme, un poil plus intéressante, je suppose. Je n'ose pas me prononcer pour l'heure, et je ne doute pas que la question remontera, ou plus vraisemblablement a déjà remonté, à FFG. La carte pourrait bien changer d'ici à la sortie de l'extension. Et le dernier pilote du châssis n'est là encore pas exactement un inconnu, puisqu'il s'agit encore une fois d'Anakin Skywalker, toujours doté d'une valeur d'initiative de 6, surprenante pour ce châssis, qui serait surprenante si nous ne parlions pas d'Anakin Skywalker, et toujours avec 3 marqueurs de force. Lui aussi, comme Oddball, apparaissait déjà en tant que pilote sur 2 autres appareils, les Osprite Delta 7, mais aussi le chasseur royal Naboo N1. Bon, certes, dans le cas de ces derniers, il s'agissait d'un profil différent, celui du très agaçant gamin Anakin Tournicoton. Qu'importe, le petit point de la limitation fait son effet de toute façon. Et du coup, cette approche n'est pas sans conséquence en termes de list building. Vous ne pouvez pas jouer le pilote le plus capé sur le chasseur Jedi et le pilote le plus capé sur le BTLB en même temps, parce que c'est le même. Et avec Oddball, on peut en gros dire la même chose sur 3 châssis qui sont le Torrent, l'Arc et le BTLB. Ces choix de la part de FFG sont un peu étonnants tout de même. Est-ce une approche délibérée du type les contraintes stimulent la créativité, ou simplement un peu de paresse ou de manque d'imagination ? Parce que je suis un gentil garçon naïf, je suppose et espère que la première réponse est la bonne. Reste que le cas de la faction républicaine est unique à cet égard et pèse d'autant plus sur ses possibilités qu'elle est encore très jeune. On n'a pas des milliards de possibilités quand on ouvre les générateurs d'escadron. Je ne sais pas. N'hésitez pas à faire part de votre avis. Sinon, sans la petite ambiguïté relevée sur la carte d'Oddball, cette fois, la capacité spéciale d'Anakin Skywalker, pilote de Y-Wing BTLB, demeure exactement la même que celle de sa version pilote des Osprite Delta 7. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, s'il y a un vaisseau ennemi dans l'arc avant, on ne parle a priori pas de la tourelle ici, à portée 0 à 1, ou dans le bullseye sans condition de portée, alors Anakin peut dépenser un marqueur de force pour retirer un marqueur de stress. La formulation est exactement la même, et pourtant la capacité n'a probablement pas le même impact à bord d'un BTLB, parce que tout ce qui entoure ces conditions diffère dans les grandes largeurs. Le cadran du BTLB n'a rien à voir avec celui du chasseur Jedi, outre qu'un atout non négligeable de ce dernier réside dans la capacité générique commande réactive, forcément absente du BTLB. Et ne parlons même pas de l'économie d'action au-delà. À tous ces niveaux, le chasseur Jedi surpasse largement et logiquement le BTLB, et la précision de ses manœuvres rend notamment le bullseye bien plus probable. En même temps, le Y-Wing républicain apprécierait particulièrement de pouvoir se libérer de la sorte du stress parce qu'il a beaucoup moins d'options à cet égard que les Osprite.
La capacité d'Anakin Skywalker demeure donc bonne, mais elle est bien plus difficile à rentabiliser à vue de nez. Ce châssis lourdeau n'est pas le plus à même de mettre en évidence les talents hors normes d'un Jedi. En même temps, eh bien cela demeure un pilote à initiative 6 avec 3 marqueurs de force, ce qui est forcément très bien. Même sur un châssis inadapté, Anakin est Anakin. Et il devrait coûter moins cher, voire bien moins cher, que son avatar pilotant comme il se doit le chasseur Jedi. Alors pourquoi pas? J'espère simplement que les futures extensions républicaines n'auront pas pour pilote Oddball et Anakin Skywalker, quand même. Nous en avons fini avec les pilotes, reste à envisager les améliorations figurant dans l'extension BTLB Y-Wing. Il y en a 10 en tout, ce qui est plutôt élevé. 6 sont inédites, dont 3 qui sont spécifiques à la faction républicaine. Les 4 autres sont connus au plus tard depuis la vague 3. Commençons par les améliorations républicaines. Nous avons tout d'abord un nouvel artilleur avec Ahsoka Tano. La Chippie, comme il se doit, procure un marqueur de force, ce qui est déjà très bien. Mais elle procure également un rôle de soutien assez intéressant. Après que le vaisseau qui l'embarque a effectué une manœuvre, il peut dépenser un marqueur de force et choisir un vaisseau ami à portée 1 à 3 dans son arc de tir, donc éventuellement celui de la tourelle. Dans ce cas, le vaisseau choisi peut effectuer une action rouge de concentration, même s'il est stressé. Oui, c'est plutôt bien. Reste à voir combien Ahsoka Tano coûtera, car FFG a plutôt tendance à avoir la main lourde sur les améliorations procurant des marqueurs de force. L'amélioration républicaine suivante, disons-le, est la pépite de l'extension BTLB Y-Wing. Entendre par là que c'est une amélioration parfaitement et rigoureusement rigolote, stupide, dangereuse, rigolote, suicidaire, rigolote, efficace, rigolote. Et c'est le retour, mais dans son modèle républicain de Chopper, l'astromech star de la série Star Wars Rebels, que je n'ai pas vu, je ne peux donc pas juger du lore ici. Nous en connaissions déjà plusieurs avatars au sein de l'Alliance Rebelle, mais il apparaît ici sous son matricule officiel de C110P et c'est une carte duale. Elle rappelle à vrai dire certaines des versions rebelles du droïde. Elle inflige du brouillage, comme la pilote de cargo léger VCX-100, ou Ghost, qui ressortira donc sauf en France, faut-il croire précisément avec cette vague 5, et elle procure un bénéfice en échange de la potentialité au moins d'un sérieux handicap, comme le chopper équipage. Il y avait un peu de ça aussi, mais de manière beaucoup moins flagrante dans la version astromech rebelle. Ah donc, côté face, c'est-à-dire celui dont on s'équipe durant la mise en place, C110P permet, après avoir exécuté une manœuvre, de dépenser une charge, il en a 2, pour effectuer une action rouge d'évasion même en étant stressé. Ok. Mais les choses rigolotes commencent vraiment quand les 2 charges ont été consommées. Dans ce cas, à la phase de dénouement, on doit retourner la carte. Définitivement. Et nous passons alors au verso, soit C110P Erratic. L'astromech pète alors un câble et produit un effet qui n'a plus rien à voir. Après avoir exécuté une manœuvre, on doit alors choisir un vaisseau à portée 0 à 1, et le dit vaisseau gagne un marqueur de brouillage. En clair, si vous balancez C110P en plein dans la formation ennemie, vous allez lui coller du brouillage gratos et ça ne se refuse pas, vraiment pas. Mais si vous n'avez pas de vaisseau ami ou ennemi à portée, eh bien c'est vous-même qui vous prendrez le marqueur de brouillage obligatoire. Ce qui est parfaitement idiot, mais très fun. Il y a sans doute moyen d'en tirer quelque chose, mais c'est dangereux. Un peu comme avec DBS 404 en guise de bombardier droïde de classe Sienna. C'est là encore une mauvaise blague, donc rigolote, et avec un peu de chance ou d'application, ça pourrait foutre un sacré bordel dans les rangs ennemis. Ou tout aussi bien vous pourrir la vie, j'aime bien ce principe. Bien évidemment, rien ne vous oblige à dépenser ces 2 charges fatidiques, mais s'équiper de ces indices juste pour faire une seule évasion rouge en étant stressé, faudra voir les coups, mais c'est clairement erratique, qu'il est rigolo. Auto-include, et on s'en fout de l'astromech R4. La dernière amélioration spécifiquement républicaine de cette extension est un autre droïde, une autre star, que dis-je, la star de toute la saga Star Wars. Ni plus ni moins que l'immense et charismatique C3PO. On en connaissait les versions rebelles et résistantes, avec le bras rouge qui, etc. Mais voici donc la version républicaine. Déjà, C3PO fournit l'action de calcul, et en fait une version améliorée de cette action. Comme dans ses avatars rebelles et résistants, il fait que cette action produit un calcul supplémentaire, soit 2 pour le prix d'un, et c'est cool. Mais il a aussi un effet qui lui est propre. Si le vaisseau qu'il embarque a un marqueur de calcul ou plusieurs, alors il peut relancer un dé en défense, ce qui est toujours bien. Pas fou, mais bien. Cet avatar de C3PO devrait être moins coûteux que les autres, je suppose, mais demeure sympathique à sa manière. Cela a une petite conséquence rigolote, sans parler véritablement de combo ni même de synergie, ça serait abusé. Quand C3PO est embarqué par R2D2, c'est sauf erreur la première fois que le jeu met véritablement en scène le duo droïde dans toute sa grandeur, et c'est bien. Dans cet exemple, R2D2 fait une action de calcul en embarquant C3PO, il gagne donc 2 marqueurs de calcul pour le prix d'un. Et comme au début de la phase d'engagement R2 a Sunfac dans son arc arrière, paf, un 3e marqueur de calcul tombe du ciel, enfin, de l'espace, on ne sait jamais.
surtout quand on a Sonfac aux fesses. Demeure une incertitude, cet exemple assure que R2D2 pourra embarquer ses 3PO en équipage. Mais doit-on en déduire que tous les BTLB disposeront d'un slot d'équipage? Cela paraît un peu douteux, peut-être, qui sait. Cela dit, ces 3PO pourraient aussi embarquer dans un chasseur ARC 170. On verra. Voici pour les 3 améliorations inédites spécifiques à la République, mais il en reste 3 autres qui sont génériques. La première, je l'ai déjà examinée en causant du Nantex, il s'agit du talent Snapshot. Il offre une possibilité d'attaque à 2 dés rouges à portée 2, c'est à portée 1 en V1, et pour le coup je crois que la V2 est bien plus attrayante, des non modifiables en raison de la portée. De toute façon elle est de 2, et dans l'arc avant. C'est le timing qui est essentiel ici. Cette attaque, qui est qualifiée d'attaque bonus, alors entendre par là qu'elle ne remplace pas l'attaque normale de leur phase d'engagement, à moins qu'on ne le désire, ceci dit, on peut très bien l'utiliser à l'engagement normal, mais aussi qu'elle prohibe toute autre attaque bonus ultérieure, comme, je sais pas, la riposte de Quick Draw, mettons. Donc, cette attaque bonus a lieu durant la phase d'activation, après qu'un vaisseau ennemi a effectué une manœuvre, mais dans ce cas, les dés d'attaque ne peuvent pas être modifiés. C'est un bonus intéressant qui ne mange pas de pain, il faudra voir avec les coups, comme d'hab, et veillez tout spécialement à conserver un certain équilibre ici, il ne faudrait pas que ça vire à l'auto-include à la façon de Tirabil tout récemment encore, je suppose. Puis nous avons 2 nouveaux pouvoirs de la force. Le premier s'appelle Foresight, et eh bien c'est en fait une sorte de snapshot amélioré pour Jedi, ou Sith, soyons inclusifs. En effet, il s'agit là encore d'une attaque à 2 dés rouges, mais dans le bullseye seulement, condition plus restrictive. À portée 1 à 3 en revanche, condition beaucoup moins restrictive. Là encore, tout est dans le timing, cette attaque ayant lieu soit à l'engagement normal, soit en tant qu'attaque bonus après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre. Dans ce dernier cas, il faut dépenser un marqueur de force pour effectuer l'attaque, ce qui est moins bien que Snapshot qui est autrement gratuit. Mais là où les dés jetés avec Snapshot ne peuvent être modifiés, dans le cas de Foresight, un seul, résultat, concentration, peut être modifié en résultat dégâts. C'est intéressant, très intéressant même, il faudra voir avec les coups et la concurrence éventuelle d'autres pouvoirs de la force. Le second pouvoir de la force inédit de l'extension s'appelle Preconnective Reflexes, un intitulé qui rappelle forcément celui de réflexe surnaturel, et ça n'a rien d'étonnant car il s'agit à mains égards d'une version réparée de ce vieux pouvoir de la force qui est devenu très onéreux pour certains pilotes, tout spécialement notre coupable idéal Dark Vador. La formulation diffère un peu, mais le timing a l'air d'être globalement le même. En tout cas, c'est durant la phase d'activation, en l'espèce ici quand on révèle son cadran de manœuvre, soit a priori avant de se déplacer. On peut alors dépenser un marqueur de force pour effectuer une action de tonneau ou d'accélération. Ici, la formulation est exactement la même que pour réflexe surnaturel. Il y a dans les deux cas une contrepartie si l'on utilise le pouvoir pour effectuer une action absente de la barre d'action du pilote, mais celle de Preconnective Reflexes est bien moins pénalisante, un marqueur de contrainte, pas anodin cela dit, mais cela vaut toujours mieux qu'un dégât automatique. Mais là où le texte de réflexe surnaturel s'arrêtait à cette clause, Precognitive Reflexes ajoute quelque chose qui change tout. Si on effectue cette action, alors on ne peut pas faire d'autres actions durant la phase d'activation. Ce qui de suite intéresse beaucoup moins Dark Vador, notamment. D'autres aussi, en fait, mais surtout lui, comme par hasard. Et finalement, Precognitive Reflexes ici devient une version pour Jedi et moins ouverte, car limitée au tonneau et accélération, de senseurs avancés. On peut l'espérer bien moins cher, cela dit, et le coût, une fois de plus, sera sans doute déterminant. Voici pour les améliorations inédites de cette extension. Restent 4 améliorations génériques que nous connaissions déjà, aussi ne vais-je pas m'étendre à leur sujet. Ça tourne pas mal autour des engins, puisque la première de ces améliorations est la bombe électroprotonique, 14 points d'escadron, apparue avec le bombardier droïde de classe Siena. Je vous renvoie donc à ma chronique de cette extension. Et même chose pour le détonateur à retardement, 1 point d'escadron, qui va avec. On trouve aussi des bombes à protons plus classiques, 5 points d'escadron, et enfin une tourelle à canon ionique, 5 points d'escadron, parce que elle fournit l'action de rotation de la tourelle, bien sûr. Au sortir de cette chronique, mon sentiment quant à cette extension est un peu mitigé. Non que je remette en cause l'efficacité ou même la pertinence de ce vaisseau. En fait, à cet égard, et en dépit de son cadran de manœuvre, je le sens plutôt bien. Peut-être même un peu mieux que les BTA-4 Rebelle et Rakai, qui ont pu se montrer utiles aussi bien que menaçants. C'est juste qu'il a du mal à m'exciter, je crois. Tout spécialement quand on le compare au très chelou d'un texte de la même vague. En fait, il produit sans doute sur moi un peu le même effet que le chasseur Torrent V19 dans la même faction, avec le même goût de trop peu, tout spécialement en ce qui concerne les capacités de pas mal des pilotes nommés, à vrai dire, outre qu'il y a ce vague souci concernant les multiples itérations d'Anakin Skywalker et d'Oddball. Je pense que cette extension en pur terme d'efficience pourra se montrer à la hauteur et constituer un atout bienvenu pour la faction républicaine. Le vaisseau est plutôt bon, même si je tends à croire qu'un astromech R4 risque de monopoliser plus qu'à son tour le slot dédié, ce qui est un peu dommage.
Les améliorations sont assez sympas aussi, même si je demeure perplexe à l'égard de la bombe électroprotonique et du détonateur à retardement. Ça serait bien que Goji m'amène à changer d'avis, mais on n'en est pas encore là. Et il y a une carte débile comme je les aime avec ses indices P. Mais ça a tout de même du mal à déchaîner mon enthousiasme, quoi. Bah, à voir si les coûts et emplacements d'amélioration y changeront vraiment quelque chose. Mais si vous voulez vous faire l'avocat du Y-Wing républicain en termes de fun, je vous en prie. Je ne demande très sincèrement qu'à être convaincu. Et voilà, c'est tout pour les previews des vaisseaux inédits de la VAC 5, mais je n'en ai pas fini avec les chroniques du coup, alors à bientôt. D'ici là, cependant, la petite séquence promotionnelle habituelle, hein, encore une fois, eh bien écoutez, si vous voulez soutenir la chaîne, et je vous en remercierai grandement, vous avez plusieurs moyens de le faire, vous pouvez vous abonner bien sûr, vous pouvez commenter, ça m'intéresse tout particulièrement, les petits pouces vers le haut sont toujours appréciés, les partages de même, surtout n'hésitez pas, ça ferait grand plaisir. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la suite vous plaira aussi, parce que ça ne devrait pas trop tarder du coup, et je vous dis à bientôt.